Dans les facs, ça continue à bouger, au point que nous inaugurons aujourd'hui la rubrique météo des facs. Alors Rémi Kenzo, tu nous dresses la carte météo de ce mouvement. Oui Serge, allez, un petit tour de France des universités, là où les étudiants et le personnel sont toujours mobilisés. Alors, la température, elle grimpe dans plusieurs établissements traversés par le mouvement social. Donc plutôt une bonne nouvelle. On a contacté plusieurs étudiants, ils nous disent qu'il y a de plus en plus de monde dans les rassemblements et les assemblées générales. Et on le voit sur la carte, le nombre de campus universitaires en grève augmente. À Paris, c'est le site de Tolbiac qui est à son tour bloqué. Une fac bloquée, occupée, mais vivante. Les étudiants sont mobilisés et toute la semaine, ils y organisent différents événements pour sensibiliser, susciter le débat et pour réinventer l'université. Des ateliers, des projections ou encore demain, une conférence sur la Commune de Paris sont prévues. Alors, cet après-midi, devant la Sorbonne, les étudiants grévistes de différentes facultés parisiennes se sont retrouvés à 16h au cri de non à la sélection et à un rassemblement à l'occasion de la venue de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, sur le thème de qu'est-ce que l'université et comment la rendre plus juste. Bon sujet. Alors Victor, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un de nos journalistes, il était présent sur place, il a rencontré les manifestants et ils sont vraiment impatients de voir arriver un printemps des luttes. L'ambiance, donc, elle y était chaude. On écoute une de ses interviews. La lutte va être longue, on aura besoin d'être là présent tout le temps. Il faut que les gens, que ce soit les gens qui sont au pouvoir ou les gens qui ne sont pas encore décidés, voient qu'on est toujours là, on est toujours dans la lutte pour des petites actions, des grandes actions. Et voilà, petit à petit, il y a des gens qui vont venir, qui vont se rendre compte qu'il se passe des choses. Ce que je disais, là j'ai pris le micro juste avant, il y a beaucoup de gens, que ce soit des étudiants, mais aussi des professeurs qui sont très peu renseignés sur ça. Donc voilà, on a encore un espoir qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent nous rejoindre. Alors, grand froid par contre dans le nord, voire ambiance glaciale après de nouvelles agressions qui ont secoué à l'île 2 le mouvement étudiant. 3 jeunes mobilisés auraient été attaqués devant l'université alors que se finissait une assemblée générale. Et selon plusieurs témoins, ce seraient des individus d'extrême droite qui les auraient pris à partie. Ce soir a eu lieu devant le campus un rassemblement au soutien aux personnes agressées. Cet événement, il rappelle celui de la semaine dernière à Montpellier où un groupe armé de bâtons et de planches de bois avait fait irruption dans un amphithéâtre. Et on avait chassé les occupants. La fac de droit y est depuis fermée jusqu'à nouvel ordre. Le président de l'université attend les conclusions d'une enquête diligentée par le ministère pour décider la réouverture. Et pour rappel, le doyen de la faculté, il a démissionné samedi. Du côté de l'université de Paul Valéry, toujours à Montpellier, une assemblée générale de plus de 2000 personnes s'est déroulée dans la journée pour reconduire la mobilisation et le blocage illimité. Écoute, merci Rémi Kenzo. Et tout de suite, pour comprendre les violences qui se sont déroulées l'autre nuit à Montpellier, nous recevons ce soir Paul Aliès. Alors, vous êtes professeur émérite à l'Université de Montpellier, membre du Conseil, alors ça n'a rien à voir, mais vous êtes par ailleurs membre du Conseil national du Parti socialiste. Oui. Officiellement, vous l'êtes encore. Vous êtes un proche d'Arnaud Montebourg. Oui. Bon, vous avez je fais rien dans les olives ni le... Vous avez été directeur de l'UFR de droit et vice-président de l'Université de Montpellier dans les années 90. Vous êtes le fondateur du département de sciences politiques de l'Université de Montpellier et vous avez créé le master pro-métier du journalisme que Virginie Crécy a précisément suivi. D'ailleurs, elle nous rejoint pour mener cette interview ensemble. Alors, Paul Aliès, merci d'être venu. Comment faut-il interpréter ce qui se passe à l'Université de Montpellier? Alors, j'ai lu attentivement, on va éclairer quand même nos spectateurs. Vous avez fait paraître dans Mediapart une tribune avec un titre assez original qui s'appelle « Le fascisme chic à la fac de droit ». Et vous expliquez qu'il y a une histoire politique locale très particulière de cette faculté qui explique à la fois le comportement un peu surprenant du doyen d'un certain nombre de professeurs de l'établissement, et puis les événements qui se sont déroulés dans l'amphithéâtre avec une violence, quand même un degré de violence qui était inattendu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous dites un peu surprenant, le mot est faible. Oui. Et par rapport à la météo que nous venons d'entendre, Montpellier a gagné plusieurs nuages d'avance. Ce qui s'est passé est grave. Ma réaction dimanche matin
est venue du fait qu'on allait vers une banalisation ou minorisation, ou minimisation des événements qui s'étaient produits, qui ne sont pas des incidents, ce sont des violences exceptionnelles. Et avec une justification qui, pour l'instant, heureusement, n'a pas été retrouvée ou reproduite dans d'autres universités ou facultés, même de droit. Là, nous avons un doyen qui explique qu'il démissionne pour des raisons de communication. Il n'a pas fait de faute, dit-il, j'ai mal communiqué. J'ai mal communiqué. Mais il dit en même temps, je suis fier des étudiants, ceux qui ont tabassé, fait les nervis. Je suis fier de ces étudiants qui ont défendu la fac de droit contre les autres. Les autres, c'est toujours Paul Valéry, à Montpellier. Paul Valéry est toujours... Oui, vous dites que Paul Valéry, c'est Sodome et Gomorrhe. Voilà, oui, parce qu'à l'époque, la droite disait que le père Cardonnel bénissait des mariages homosexuels et autres à Paul Valéry. Mais il y a des fantasmes sur Paul Valéry, la fac des lettres, qui fait que les doyens, mes collègues qui m'ont, pas tous heureusement, mais enfin, ont toujours considéré que le danger venait de Paul Valéry et qu'il était hors de question de céder un pouce de terrain à ces étudiants-là. Or, non seulement il dit « je suis fier des nervis qui sont allés jusqu'à des violences quand même, il y a 4 blessés sérieux, mais il est possible, ajoute-t-il, il n'a pas retiré, qu'il y ait eu des professeurs, des enseignants cagoulés. Des profs de droit. Est-ce que ça vous paraît possible, ça? Parce que ça, c'est quand même... alors, c'est la raison pour laquelle je remonte un peu le fil des temps. Et les comportements aberrants, apparemment, mais ils ne sont pas si aberrants que ça, car ils font système, si on prend la longue durée. L'histoire en remontant au début du XXe siècle. Hein. Donc, vous dites que dans un demi-siècle, il y a eu seulement 3 doyens de gauche, dont vous, oui. et que vous parlez d'un traitement paranoïaque et réactionnaire de la plupart des doyens. Est-ce que vous pouvez nous détailler ça? De la plupart, je ne dis pas la plupart, je dis que quand il y a des événements, les doyens de droit sont amenés à une fébrilité maladive. Pourquoi? Pour une raison qui est très locale, que vous connaissez vous et vous seulement, ici en tout cas, à Paris, c'est que les mêmes, enfin, ce dont nous parlons, se sont battus avec une énergie extraordinaire pour conserver le bâtiment de la fac de droit dans le centre historique, c'est-à-dire ils jouxtent le rectorat. Aujourd'hui, c'est la seule fac de tout Montpellier. Les économistes sont partis au sud, les médecins au nord. C'est la seule fac qui reste plantée là, qui ne pourra jamais s'étendre puisqu'elle est dans les locaux contraints et qui est à côté du rectorat. Quand vous avez des manifestations comme l'autre jour, d'étudiants qui vont à la préfecture, c'est pas très loin, hein, et puis qui finissent au rectorat, ben, ils ont quel endroit pour aller se réunir? Un amphi de la fac de droit. C'est presque naturel, c'est spontané. Mais alors ça tétanise beaucoup de collègues. C'est pas récent, hein, de la fac de droit, pour lesquels l'invasion d'étudiants de lettres, enfin, de Paul Valéry, est le risque et le mal absolu. Nous avons, enfin, ce matin, dans la presse locale, Midi Libre, une interview de quelqu'un qui est anonyme, c'est quand même extraordinaire, un collègue, semble-t-il, une prof de droit privé, qui proteste sur le laxisme du président de l'université, qui a pris les sages décisions. Hein, notamment qui a dû quand même pousser le doyen inexpérimenté à démissionner, ce qui est la moindre des choses. Bon. Mais cette collègue qui dit si on avait écouté le doyen Pétel, celui qui a démissionné, à savoir si à 3 heures on avait interdit la réunion syndicale dans un amphithéâtre, ceci n'aurait pas eu lieu. Vous tirez sur le fil, des principes fondamentaux, liberté de réunion, liberté syndicale et autres, sont mis en cause par des juristes, par des profs de droit. C'est quand même, c'est pas banal. Et alors, comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette... Oui, d'abord, il n'y a pas, c'est pas comme Montpellier, on n'est pas sous les tropiques, il n'y a pas de coups de bambou qui expliquerait tout ça. Dans les facs de droit, on a des exemples, depuis que j'ai fait ça, je suis alimenté par un tas d'informations de gens qui vivent des situations qui se rapprochent de ça. On sait à Paris, à Assas, combien Assas s'est étayé une réputation, la fac de droit... Ça a changé maintenant. Oui, ça a changé. Oui, mais on n'est jamais allé jusqu'à ce point quand même, à Assas. Jamais, à ma connaissance. Donc, il y a une sorte d'émulation dans les facs de droit qui tient au caractère social et je dirais culturel des profs de droit. Ils ont le sentiment qu'ils sont maîtres du droit. Ils l'enseignent aux futurs juristes, toutes catégories confondues. Ils enseignent, ils en sont responsables, et ils se font une idée complètement abstraite et artificielle de l'autorité qu'ils distribueraient à travers l'enseignement du droit.
Vous avez le doyen que je connais très bien, le doyen Pétel, a fait une carrière de juriste de droit privé parfaite. Il n'a jamais milité, alors que d'autres, oui, et cela d'ailleurs, c'est paradoxal, je les estime. D'autres doyens qui étaient proches du RPR ont été de bons doyens. Pourquoi? Sachant affronter les conflits, sachant gérer des situations complexes. Mais lui, le doyen Pétel est un juriste prototypique qui n'a jamais eu l'occasion de se confronter à une gestion un peu conflictuelle. Enfin, le conflit, ça fait partie de la vie. C'est pas parce qu'il y a les Paul Valéry ou les étudiants qui s'agitent. Donc, il y a là un phénomène qui remonte à l'origine, quoi. Oui, qui remonte à l'histoire. Alors là, pour la question locale que j'évoque dans le papier, qu'on peut faire remonter à la fin du XIXe siècle, quand les facs de droit, il y avait 150 étudiants. Hein. Bon, c'était très élitiste. Mais on a vu quoi? À chaque fois qu'il y avait des occasions de trouver des relais dans la droite extrême, qui n'était pas forcément la droite installée, ce n'était pas forcément l'action française. Mais vous aviez des gens, alors bon, j'en parle, ça paraît comme exotique, hein, le Félibrige, mouvement effectivement régionaliste, très provençaliste, Mistral, tout ça, enfin, c'est bien, hein, le soleil, le taureau. Ceux-là ont vite viré anti-Dreyfusard. Bon, alors vous avez, et ça je peux, enfin on n'a pas le temps là, mais je peux tirer sur les chevaux, et à chaque fois, vous avez des gens qui ne sont pas classables à l'extrême droite dans ce que l'on voit, ou que l'on reconnaît au niveau national, le Front National, ces épigones, bon, qui sont en dehors de ça, qui s'en foutent d'ailleurs du Front National, mais qui sont des éléments activistes qui ont toujours existé, et le problème, c'est pas qu'ils aient toujours existé, d'accord, c'est que vous avez dans ces conflits-là, qui ne sont pas quand même extraordinaires, on n'est pas en mai 68, là, vous avez des profs de droit qui ne répugnent pas, alors jusqu'ici, ils les manipulaient, les instrumentalisaient, ils leur laissaient ils leur ouvraient les portes, mais il y a quand même des profs de droit qui vont en plus mettre une cagoule, paraît-il, puisque le doyen dit que c'est possible, et faire le coup de poing. Alors ça, franchement, c'est le résumé d'une histoire de compromis, de compromission, avec une droite extrême qui est d'autant plus facile à soutenir qu'elle n'a pas pignon sur rue. Or, cette droite-là, aujourd'hui, vous avez... Alors, je ne dis pas, je ne vais pas couiller des procès, hein, je ne connais pas... Je ne connais pas les gens. Il y a une enquête administrative, une enquête de police. Il y a des films qui tournent partout. On finit rien par retrouver quand même des agresseurs. Oui, il y a quelques personnages qui ont un mais ça n'a été revendiqué par personne. C'est quand même curieux. Avant, vous aviez l'UNI, enfin bref, quand il y a des bagarres, bon, ça c'est un classique. Hein. Là, personne n'a revendiqué ces violences-là. Alors que le doyen en est fier. Attendez, mais on est où? Donc, il y a dans la région, ça s'est reproduit dimanche après-midi à Montpellier, vous avez la Ligue du Midi. Tiens, la Ligue du Midi. Alors, la Ligue du Midi, ils sont pas au Front National. Ils sont en dehors de ça, mais ils font la jonction avec les guillerettes là, qui chantent le grand remplacement à la Salvetat, dans un canton. Enfin, bref, ils manifestent ensemble. Bon, ils font le coup de poing quand il faut. Donc, ce rapport, il est prototypique d'une histoire du fascisme. C'est pour ça que le fascisme chic, on a connu surabondamment dans tous les pays d'Europe, effectivement, des bourgeoisies au sens large, et en particulier des castes, comme sont celles en général des profs de droit, qui ont une autre idée d'eux-mêmes, hein, agrégés, etc., qui ne répugnent pas à aller chercher les bouchers de la Villette pour aller faire le coup de poing et terroriser ceux qui utilisent la démocratie. C'est ça la question le fascisme chic, c'est ça pour moi. Et alors, c'est un dernier petit bémol par rapport au débat, qui n'est pas qu'académique celui-là, hein, sur la façon dont les historiens ou les politistes traitent ce sujet. On est dans un horizon, enfin un système en France où les historiens dominants disent « la France a toujours fait exception au fascisme ». On a eu des écrivains de Maurras, qui devaient être célébrés, ça a été retiré dans les moments par le ministre de la Culture, c'est l'année de sa naissance, le 130e, je crois. On allait célébrer Maurras, mais ces gens-là, ils sont des Maurassiens. Vous avez toujours des passerelles, là on peut les mesurer, entre des gens qui viennent de l'Action française, il n'y a rien de l'Action française, à Montpellier, à Marseille, à Aix-en-Provence, qui sont là toujours tournés vers cette vision nostalgique, à la fois nostalgique et raciale, hein, qui a transhumé depuis la fin du XIXe siècle, à travers différentes formes d'expression. Il y a une culture, une sous-culture, comme on dirait, en dehors de l'extrême droite nationale et reconnue, qui continue à percoler. Et que des collègues, enfin des profs de droit, je m'arrête, que des profs de droit légitiment ça, rend encore plus nécessaire le fait
qui a provoqué la crise dans le comité de la commémoration, de ne pas cautionner, célébrer Maurras cette année parce qu'il était un écrivain très, très reconnu aux États-Unis, il était ancien des écoles à l'époque. Donc, un écrivain qui avec Mistral, Daudet, alors Léon Daudet, le père. Célébrer ces gens-là aujourd'hui parce qu'ils font partie du patrimoine, non, non et non. Ça légitime ces actions pareilles, ça les banalise, et c'est la raison pour laquelle je parle de fascisme chic. Mais vous dites, dernière petite question, que la condamnation ne doit pas se limiter à la démission du doyen. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup? Oui. La démission, c'est là aussi, il a tardé. Enfin, quand même, c'était, avec ce que je viens de rappeler, je n'ai pas commenté. Je n'ai fait que citer presque mot à mot ce qu'il a dit, pour justifier encore son action, et réduire sa faute. Il ne reconnaît pas de faute, à une faute de communication. C'est incroyable. Bon. Donc, le danger, me semble-t-il, quand j'ai écrit ce papier, mais ça n'a pas disparu, c'est que la démission du doyen, plus une enquête administrative dont on va voir ce qu'elle donne, pour les informations que j'ai, les deux envoyés du ministère ne font pas un travail d'enquête très approfondi. Hein. Ils rencontrent, ils voient, et puis au revoir. Non. Enfin bref, je ne veux incriminer personne. Je fais confiance et à l'administration, et à la police, et à la justice pour enquêter. Mais la démission du doyen, d'évidence, ne règle rien sur ce que je viens de vous dire. Imaginez qu'on découvre, des noms circulent, un prof de droit qui aurait mis une cagoule. Alors qu'en général, il se drape encore dans des robes académiques, qui travaillent avec 3 rangs d'hermine, pour aller avec des actes de chantier, pour aller taper sur des étudiants et des étudiantes. Enfin, quand même, ça a posé un problème inédit depuis un moment, ça, hein, par rapport aux poursuites engagées par rapport à ce genre de... Si c'est avéré. Le problème, c'est que le doyen des missionnaires dit oui, c'est possible. Et puis voilà. Bon, écoutez, on va voir ce que donne l'enquête policière. Voilà. Et en tout cas, Paul Hayes, on vous remercie pour cet éclairage sur ce microclimat idéologique à la faculté de Montpellier.